bienvenue au podcast de lutte en deux choses de métal, le podcast de lutte animé par moi-même Marco et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TGLD. Décontracté aujourd'hui? Ouais, j'avais le goût de faire un couch cocooning podcast, fait que c'est ça. Un couch cocooning podcast. Ouais, mon ring il est juste là, je pourrais le tourner. Là. Ah ben oui. Ouais. C'est-tu un nouveau nom de podcast, un nouveau projet de podcast que tu vas faire ou Non, j'ai plus de projet. t'as plus de temps? J'ai plus de- non, c'est fini ce temps-là. Si mettons le go il dit qu'on a une heure de plus en journée, on a 25 heures et 24, t'as-tu le temps ou. Non, j'ai pas plus de temps. Ben oui, le go pourrait pas faire ça, il a pas de rien faire. T'es rendu dans la politique, toi? Non, non, je vais juste faire un petit commentaire, c'est pour avoir du monde de notre bord. Ok. Je pense pas que le monde qui nous écoute, que ce soit bien des gens de politique. Que ça. Ok, je vais laisser ça dans Ah les non, airs comme ça, mais. mais c'est pas tout le monde qui s'intéresse à la politique. Moi, j'aime ça, la politique, mais Ben, la lutte, c'est comme de la politique, dans le fond. c'est que ça, de la politique, la lutte. C'est ça, de la politique. Sinon, ça C'est va bien? vrai pas? Non. Toi? Bon, correct, correct. Canadien ils perdent tout le temps, Packers jouent mal, tout va mal. Canadien, le plafond commence à descendre parce qu'il y a beaucoup de blessés. Là. On reprendrait un goaler aussi, mais ça, on en parlera un autre jour. Oui, mais avec les gars, les gars pas blessés, avec les goalers ils se débrouillaient, fait que là, c'est encore pire. Ouais, fait que c'est ça, on en parlera dans notre prochain podcast de sport, ça. Ben oui, entre deux poches. Là, je parle pas de nous autres, là, je parle des poches d'hockey. Ça existe déjà, la poche bleue. Ouais, mais ça fait pas en deux poches. Okay. Bon, aujourd'hui, évidemment, on est là pour couvrir notre deuxième rétro review Oui. Survivor Series de l'année. Évidemment, à chaque fois qu'il y a un événement majeur, les Big Five, Big Four, pas Big Five, Big Four, Mm-hmm. on fait tout le temps deux rétro reviews par année. On a fait le dernier, évidemment, celui de 92 avec Monsieur Alfredo et sa coupe de cheveux très douteuse qui ressemble drôlement au Nature Boy sur le thumbnail. Et également, allez voir à travers la table 20h30 live sur YouTube, Facebook et Twitch. Et pendant que vous êtes là, laissez des commentaires, laissez des étoiles, ça nous aide toujours. 5 étoiles, c'est toujours mieux si vous aimez ça. Puis, Ouais, ça nous aide beaucoup, c'est sûr. Puis ça reste ça nous met à l'avant-plan aussi. C'est ça qui est le fun. Ouais, c'est ça. Puis dites-nous aussi où est-ce que vous écoutez le podcast, que ce soit Apple Podcast, Balado Québec, Spotify ou YouTube. Toujours intéressant de voir quand et où vous nous écoutez. Puis Marco, je ne sais pas si tu savais, mais la semaine passée, on a annoncé le gagnant du tournoi. Mardi, on a Ah annoncé ça ouais? à travers la table. Oui, pour le tournoi des. Celui-là ici, là, les meilleurs thèmes de l'histoire de Monday Night Raw. Avec, vous pouvez voter sur Instagram et Facebook. Et sans surprise, le grand gagnant du tournoi. Across the Nation. Vas-y, Ouais. je te laisse. The Union Underground, qui était probablement un des vidéos les plus cool aussi, là, qui était très Ouais. dark avec l'entrée de DX dans le temps, c'est ça, hein, le début du vidéo? Non, ça c'est Torn in Your Eyes, celle-là. Ah, c'est Turning Rise, je me suis trompé. Fait que, bref. Ouais. Qui a battu To Be Loved dans la grande finale de Papa Roach. Non, il a C'est ça, battu Papa Burn to Roach? the Ground. C'est Ah, c'était pas Nickelback. To Be Loved en finale? Non, c'est Nickelback. Je me suis trompé. Ah, je me suis trompé. Underground avait battu To Be Loved. Eh oui, pour moi, c'est toute la même affaire. Ben, c'est le thème du même show, là, mais c'est pas la même affaire. En tout cas, bref. C'était très, très niché comme concours. On va essayer de faire de quoi de moins niché la prochaine fois. C'est de ma faute. Ben là, c'est correct. Là. Faut juste avoir des. J'ai surestimé. C'est ça. Ben, la dernière fois, on a fait un tournoi de même, c'est celui de Bret Hart, puis c'était niché pas mal, mais ça a bien fonctionné. Là. C'est peut-être juste une C'est fois de Bret temps en temps Hart. qui ne marchera pas. Là. Ouais, je veux bien C'est Bret croire. Hart. Là. Tu sais, oui. Tu comprends, OK? Voilà, je comprends, OK. Mais ouais, fait que non, c'est ça. Fait que le grand tournoi, Union Underground, avec Across the Nation, de 2002 à 2006, le thème. Ouais, et on va les avoir sur le podcast la semaine prochaine. Oui, oui, le groupe au complet. Jimmy, Johnny, Jeff et Jerry. C'est leur nom pour vrai? Aucune idée, mais ça serait malade que ça soit Ok. ça en Chris. Il n'y a rien qui peut pas arriver. Non. Fait que là, on est prêt officiellement à commencer
Le rétro review de Survivor Series 1987, mon cher TJ, n'est-ce pas? Eh bien non! C'est le segment dans la vraie vie! Je vais deviner à Marco. Il y a la culture populaire en tournement qu'on court aujourd'hui, qui est évidemment Survivor Series 87 de la WWF. Es-tu prêt à me nommer? Son numéro 1, en Amérique du Nord. C'est mon année de naissance. Comment tu veux que je le sache qu'est-ce qu'il jouait quand je suis né, moi? J'ai des choix de réponse pour toi, mon ami. Ah, merci. Est-ce que c'est 1, I Think We're Alone Now de Tiffany? Est-ce que c'est 2, Money Money de Billy Idol? Ou est-ce que c'est C, Faith de George Michael? Money, c'est-tu Money? Eh oui. Vu que c'est la chanson que j'aime le plus, je vais prendre Billy Idol. Bonne réponse! C'était Billy Idol, mais Money Money. C'est la chanson d'entrée de mon cousin Martin à un moment donné. Ah, pas vrai? Ouais. Ah. The more you know. Exact. Chanson numéro 1 au Québec. Est-ce que c'est A, Doux de Marjo? B, Joe le Taxi de Vanessa Paradis? Ou 3, Lolita, Trop jeune pour aimer de Céline Dion? C'est vrai qu'elle était trop jeune pour aimer. Pour toi qu'elle a aimé, hein? Vanessa Paradis, elle a quand même fait assez fort, mais je peux pas gager contre Marjo. Moi, y aller avec Marjo. Ah. Et non, c'était Lolita, Trop jeune pour aimer de Céline Dion. Quand t'as commencé, quand t'as dit, on gage jamais contre. Vas-y, Céline, on marche. En tout cas, c'était une bonne tune, ça, les cassés. Compris, cassé. Eh là là. Film numéro 1 au box-office. Est-ce que c'est A, le Running Man avec Arnold Schwarzenegger et Lucy de Body Ventura? Est-ce que c'est 2, 3 hommes et un bébé avec Tom Selleck? Ou est-ce que c'est C, le cop de Beverly Hills 3 avec Eddie Murphy? 2, pardon. 2. Tous des choix possibles. C'est pas facile parce que Tom Selleck, Schwarzenegger puis Murphy, c'était 3 grosses stars du cinéma dans ce temps-là. Ouais. Je vais y aller avec Tom Selleck. Malheureusement, non. C'était The Running Man avec Arnold et Jesse Ventura. Film qui ont fait un remake, me semble, qui va sortir ou qui est sorti, là. Ça se peut. Ouais, ça me dit quoi? Ouais, il me semble que j'ai vu ça sortir il y a pas longtemps. Pas très à jour dans mon cinéma dernièrement. Non. C'est ce qui arrive. Ouais, j'ai pas 25 heures dans une journée. Monsieur Legault, c'est écouter le podcast. Jeu vidéo sorti alentour. Est-ce que c'est A, Castlevania 2, Simon's Quest sur NES? Est-ce que c'est 2, Mega Man sur NES? Ou est-ce que c'est C, Kid Icarus sur NES encore une fois? C'est quoi le deuxième? Mega Man. Je vais y aller avec C. Kid Icarus? Et non, c'était Mega Man. C'est pas grave. Dans le monde du sport. C'était trop évident que c'était Mega Man. Trop évident, ouais. Ben oui, Mega Man, c'est un gros jeu des années 80. Ouais, mais si le jeu vidéo sorti alentour, c'est nécessairement le jeu le plus populaire qui ont sorti. Non, je sais, mais c'était populaire, Mega Man. Ben, ça va encore aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui joue. Mais moi, à part Diablo 2, ouais. J'ai vu l'autre jour jouer au PS5, puis il y a quelqu'un qui jouait à Diablo sur mes amis. Je t'avais pas dit, j'ai acheté un PS5. Ah, je l'ai supprimé, le gars qui jouait à ça. Ah, shit. Dans le monde du sport! C'est une affaire de baseball que je vais te dire parce que tu peux pas deviner. André Dawson, des Cubs de Chicago, a été le premier joueur à gagner le titre d'MVP avec une équipe classée dernier dans le classement du baseball. C'est rare, là. C'est le valeur que je suis assis en ce moment parce que là-bas, où je suis d'habitude, j'ai trouvé des cartes de baseball des expos. Ah, nice. Flambant neuve, mint, que j'avais dans une pochette quelque part. Puis j'ai genre André Dawson, j'ai tous j'ai Carter, j'ai tous les grands joueurs. Hein. Ok, ah, c'est nice. Ouais.
Tu les cartes J'ai- du pain du rivage dans le temps? Là? Ah, peut-être. Ça me Ouais. semble que ça me dit quelque chose. Il y avait ça dans les pains, des fois, au Il y fond de la... avait Terry Francona aussi comme carte. Ah, l'ancien coach des Red Sox. Celui qui a gagné la série mondiale avec les Red Sox, ouais. La curse du Bambino, c'est ça? Exact. Et sur Love Magazine, je vais m'en occuper du mois de novembre 87. On a Bam Bam Bigelow. Vas-y, chante ta toune. Je sais que t'as le goût de le faire, là. Quelle tune? I'm just a Bigelow. I'm just a bigelow in everywhere I go. Je suis déçu. Ouais, mais des fois, j'oublie. Quand ça fait longtemps, j'oublie les cues, des fois. Ouais. Bref, c'est pas grave. Et voici ce qu'il y avait dans les journaux. Alentour du show sur Earth Series 87. On voit ça ici. C'est très beau. C'est très, très journal. Fait que voilà. Et avant de terminer le segment dans la vraie vie, voici des champions en puissance. À la WWF, champion du monde est Hulk Hogan. Champion intercontinental est Honky Tonky Man. Champion par équipe, son Strike Force, Tito Santana, Eric Martel. Championne féminine est Sherry Martel. Et la championne féminine en équipe, tag team, sont les Glamour Girls, Lani Kai et Jody Martin. Et oui, il y avait des tag team titles de féminins dans le temps aussi. C'est fou, pareil, hein, quand tu penses à ça. Que le monde chialait depuis longtemps, on veut les tag belts féminines, puis il y en avait dans le temps, puis le monde s'en rappelle même pas. Non. Et à NWA, les champions sont les suivants. World Champion est Ric Flair. Champion US est Lex Luger. Champion par équipe est son Tully Blanchard et Arn Anderson. Champion de télévision est Nikita Koloff. Et le champion junior heavyweight est un certain Lasertron. Qui était, si je me trompe pas, Hector Guerrero, le frère de Eddie et le père de Chavo. Et l'oncle de Chavo. L'oncle de Chavo, ouais. Et voilà ce qui conclut dans la vraie vie. Merci d'avoir participé. Il était pas payé, celle-là. Bon, tu vois, je savais. On va t'avoir à l'usure, mon tabarnouche. Survivor Series 87 ont été le premier événement de ce nom. Le soir de l'Action de grâce, le 26 novembre 87, au Richfield Coliseum de Richfield Township, en Ohio. Même place qu'on a eu la semaine passée pour le Survivor Series 92 Review avec Alfredo. 21 300 personnes étaient en assistance et 350 000 foyers ont commandé le pay-per-view à la télévision à la carte. Aussi dans les closed circuits aussi qui montraient les événements. Et l'événement fort de la NWA était Starrcade en 183, organisé à chaque année à l'Action de grâce pour le Thanksgiving. C'est leur version de WrestleMania, dans le fond. Le plus grand spectacle de l'année pour la compagnie. En 1987, le Chi-Town Heat Starrcade, la promotion, était prévue pour le soir de l'Action de grâce et devait être diffusée en pay-per-view pour la première fois. Vince McMahon et la WWF ont décidé de créer un nouvel événement appelé Survivor Series, également prévu pour le soir de l'Action de grâce 87 en même temps, le même soir que Starrcade. Puis après ça, évidemment, c'est son powerplay avec Man pour les tasser un peu du chemin. Puis il avait fait pression, fait pression avec les câbles distributeurs de l'époque. Il leur a dit que s'ils diffusaient Starrcade, ils ne seraient pas autorisés à mettre WrestleMania 4 l'année suivante. Puis la plupart des compagnies de câbles ont dit, ben là, on choisit Series de Starrcade. Puis WrestleMania est une valeur sûre, évidemment, pour le monde qui achète le pay-per-view, en termes de rentabilité surtout. Puis en conséquence, le Starrcade 87 a été diffusé que sur quelques chaînes câblées, réduisant considérablement leur code d'écoute et leur auditoire pour le show de cette carte-là. Ouais. Puis Starrcade 87, t'avais 2 matchs de cage. T'avais Dusty Rhodes contre Lex Luger pour la ceinture des États-Unis, comme tu disais, qui était champion. Puis t'avais Ric Flair contre Ron Garvin pour la heavyweight. Puis dans les deux cas, Gigi Dillon était avec ses poulains pour les deux combats. Donc, OK, J.J. Dillon. OK, j'ai eu peur. J.J. Dillon, oui. Parce que la fois que tu l'as dit, tu as dit Gigi Dolan. J'ai dit, elle avait même pas un an. Gigi Dolan était là, non, J.J. Dillon. Parfait. Cette situation-là a mis Jim Crockett Promotions au bord de la faillite, alors même que la société était fortement endettée là, pour s'étendre à l'échelle nationale et concurrencer avec la WWF. Puis 2 ans plus tard, la promotion Crockett a été vendue à un certain Ted Turner qui est devenu à la WCW. Et le reste, vous connaissez l'histoire. Mais ils se sont un peu mis dans le. Ils se sont un peu peinturés dans le coin avec Starrcade à l'époque. Là. Ouais. C'est pas. Je suis en train de regarder en même temps que je te le dis, là, mais c'est pas l'année d'avant. Non, c'était en 85, je pense. Tu sais, là, le fameux
Il avait fait deux années de suite Starrcade Fleur avec Dusty. Dusty Rhodes contre Ric Flair, puis il Ouais. avait pas fait gagner la belt à Dusty Rhodes. Là, finalement, il avait comme stretché ça encore puis encore, là, un peu comme qu'on a vécu avec Cody, sauf que Cody, on finit par pull the trigger puis Mhm. qui remporte le combat dans un gros événement. Dusty il avait gagné, mais il n'avait pas gagné dans un Starrcade. Je pense qu'il avait gagné dans. C'est-tu Bash of the Beach ou un autre pay-per-view du genre, me semble? Great Mais American il avait Bash, manqué. peut-être? Ouais, c'est ça, c'est Great American Bash, Ouais. ouais. Mais il avait manqué le bateau avec Dusty aux deux Starrcade. Ça n'a pas aidé. Ça a pas aidé dans le temps, la NWA, je trouve. C'est drôle, hein, Dusty et Cody. C'est fucké, hein? Ouais, c'est fou. Puis ça, pourquoi tu sais, j'ai pas une super bonne mémoire, mais pourquoi je le sais, c'est que quand j'écoute Busted Open, le Greca parle souvent de ces années-là, puis que lui, il dit que c'est le plus grand fan de Ric Flair, puis tout. Puis souvent, il faisait des comparatifs avec Dusty et Cody aujourd'hui, puis il en avait parlé cette année, fait que c'est pour ça que je m'en souviens, là, vu que je Mhm. l'écoute, là, mais... Ok. Puis j'avais été revoir les archives de ça, puis effectivement, Dusty aurait... Tu sais, Flair, ça serait rien... Dusty, ça aurait fait toute la différence. Flair, qui perd ou qui gagne, il était bulletproof, peu importe, là. Oh ouais, mais c'est plus touché dans le temps aussi, là, parce qu'il n'y avait Ouais, pas. ouais, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes. Ouais. C'est ça, exact. On Con- va le con- voir de toute façon avec Survivor Series. Tantôt, j'ai un point sur la fin la fin du main event, en fait, là. Ok. Ouais. Mm. On commence le show avec la foule en feu. Il y a Howard Finkel qui introduit Gorilla Monsoon et Jesse de Body Ventura qui vont être le duo commentateur pour la soirée. Les deux nous parlent un peu et ensuite on va à une vidéo d'introduction musicale avec les lutteurs présents ce soir. La musique ressemble beaucoup à une tune de Phil Collins qui s'appelle Susudio. Là. Tu l'as Ah entendu la oui, tune, là? ah oui, Ouais. c'est la tune qui joue dans American Psycho, là. Ouais. Quand il se regarde dans le miroir, là. Ouais, c'est ça, Eh, ça. je l'ai. Elle est dans ma playlist, une de mes playlists, Ah ouais? je l'écoutais souvent avant. Ouais. Puis la tune, elle ressemble pas mal à ça, la tune d'intro qu'ils ont pris, Ouais, genre pas c'est de vrai. paroles. Là. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que Phil Collins a eu le thème de Premier WrestleMania, c'est lui qui l'a chanté, là, Easy Lover. Là. Fait que, ouais. Full circle. Exact. Gorilla Jesse parle de la carte et aussi des règles pour les séries survivantes. Pin, soumission, disqualification. Des comptes à l'extérieur, on les connaît toutes. Mais l'arbitre, tout ça, la discrétion. En cas de blessure, d'éliminer un lutteur du match. Interview time avec Greg DeGeorge, Honky Tonk Man, Outlaw Ron Bass, King Harley Race, Danny Danny Davis, Hercules, Bobby the Brain Heenan et Jimmy Hart. En gros, Honky est fier de son équipe. Il dit qu'ils sont prêts pour l'équipe du Macho Man. Il dit aussi qu'Elisabeth se met sur son chemin encore si elle fait ça. Il va lui faire son shake, rattle and roll. Puis, ils ont montré justement la séquence à Ice Main Event où Honky a poussé Elisabeth. Il a pété sa guitare sur la tête de Savage. Évidemment, après ça, bien content de leur promo, ils s'en vont au ring. Donc, on est prêt pour le match numéro 1. Honky Tonk Man, King Harley Race, Hercules, Dangerous Danny Davis, Outlaw Ron Bass avec Jimmy Hart et Bobby Heenan, contre Macho Man Randy Savage, Ricky the Dragon Steamboat, Jake the Snake Roberts, Axa Jim Duggan, plus de Barrow Beef Kick avec Miss Elizabeth dans leur coin, dans un combat sur Series 5 contre 5, élimination, et l'arbitre du match, Jack Kruger et Dave Ebner. Puis, tu sais, parenthèse, c'est le premier Survivor Series match de l'histoire, là. Ouais. Fait que je trouve que c'est un bon Star Power match Ouais. pareil là, pour le premier. Là, c'est super intéressant. Ouais. Et après l'entrée des Heels, on a interviewé avec Mijo Cullen, Ricky Steamboat, Jake Roberts, Jim Duggan et Bruce Beefcake. Ricky dit qu'ils ont toutes des issues à régler avec l'équipe de Honky Tonk Man et qu'ils sont des survivants. Et pendant que Duggan dit que le roi va tomber, on voit Harley Race frapper Axel Jim Duggan avec son 2x4 plutôt une couple de semaines avant ça à Superstars. Et après ça, Randy et Elizabeth font leur arrivée. Et Savage dit à Honky qu'il a non seulement fait mal à Elizabeth, mais il l'a aussi humilié. Ça va être du mauvais temps pour toi et ton clan dans la zone du danger. Comme je disais tantôt, il y a 2 arbitres là, pour les Survivor Series match. Il y en a un à Ouais. l'intérieur, un à l'extérieur. Comme ça, il peut se faire sortir le monde éliminé plus vite, puis il n'y a pas de chicane. Ouais, puis tu sais, faut pas oublier qu'il y a un 5 contre 5, il y a un 10 contre 10 tout à l'heure aussi, fait que Ouais. ça Il prend y a du une monde. caractéristique aussi je parlais tantôt dans le 10 contre 10. Là, fait que, Ouais. Fait que, ben, c'est pas 10 contre 10, c'est 20, c'est 5 équipes de. Ouais, c'est 20 lutteurs C'est dans le ça. ring. Là. C'est ouais, Ouais. quand même 10 beaucoup. Là. contre 10. Ça fait des beaux visuels, mais en tout cas, on va parler tantôt.
Merci de dire que c'est pas 10 contre 10, que 20 lutteurs, mais 10 fois 2, c'est pas 20. Ouais, non, je sais, mais en tout cas. Oui, je suis pas là. Moi, je suis le talent. Je suis pas là pour les calculs, je suis là pour la lutte. Ouais. Ok, comprends, ok? Comprends, ok? Et là là. Henry sur l'extérieur du ring pendant que Kruger sera l'arbitre dans le carré rond. Je parle pas du podcast, là, je parle du ring. C'était sûr. Ah ouais, J'attendais, là. J'ai dit, je le dis-tu ou ben il va. Non, c'est ça. je savais. Les rivalités dans le combat. Anki a une histoire avec Savage, Steamboat, Roberts et Beefcake. Quand même pas pire. Duggan avec Race. Puis en gros, c'est pas mal ça. Le reste de l'équipe des Hills font juste arrondir les chiffres. Hercules et Beefcake commencent dans la mêlée. Et Beefcake a rapidement réussi à mettre Hercules dans sa prise du sommeil, mais les autres lutteurs sont intervenus pour le sauver. Et Beefcake a ensuite slammé Davis au sol après son entrée dans l'arène. Et Steve a sonné un coup de manche double H de la 3 à Davis. Race a fait donner le relais et porte une brise d'épaule à Steamboat, mais Ricky a riposté avec un karate chop à la tête. Et Steamboat a sorti Race du ring, mais le roi est revenu avec une suplex ventre à ventre bien exécutée. Duggan a pris le relais pour faire face à Race. Le collège de Duggan a envoyé Race en bas du ring. Ils sont battus à l'extérieur pendant plus que 10 secondes, donc ils sont fait sortir hors du combat par count-out. Jim Duggan et Hardy Race sont éliminés par double décompte. Ron Bass slam Roberts, mais ça du coude a raté la cible. Savage donne un coup de coude, un coup de genou dans le dos de Ron Bass, pardon, suivi d'un coup de coude et d'un knee drop. Et Savage a slammé Bass au sol. Honky Tonk Man s'est sacrifié en distrayant Macho, ce qui a permis à Savage de le frapper. Mais Bass est revenu avec une line pour mettre Savage au tapis. Ron Bass, c'est pas parent avec la fille qui était là dans le temps, là. Comment qu'elle s'appelait, là? Bass. Nicole Bass? Non, je pense Nicole pas. Bass, pas parent, Nicole Bass pour Ron Bass? Non, je pense pas que ce soit mon oncle éloigné quelque Puis chose. c'est pas lui qui la faisait, non? Non. C'est pas correct, ça. Ouais, fait que c'est ça. Savage était ensuite coincé dans le coin des méchants. Et Savage s'en est sorti avec un coup de coude en pleine course sur Bass. Et après ça, Beefcake a pris le relais et a donné un coup de genou volant au hors-la-loi Ron Bass pour le 3 élimination. Après ça, Hercules et Honky ont dominé Beefcake dans leur corps pendant quelques minutes. Et Brutus devient une maison de feu avec des coups de poing. Puis a rentré Honky Tonk Man dans le coin, mais le dangereux Danny Davis a donné un coup de genou dans le dos de Beefcake pour le distraire, qui a permis à Champion Intercontinental de faire son shake, rattle and roll, son neck breaker, son brise-nuque, finisher pour le sortir du match. Sur le match était le prochain à son équipe à embarquer. Et les méchants ont enchaîné des relais rapides pour le dominer. Et après ça, Savage a donné quelques coups de coude à Honky, puis a fait la tag à Jake the Snake qui a tenté son DDT, mais Honky l'a évité, il a sorti du ring. Et après ça, l'équipe de Honky freine l'élan de Jake avec le garde dans leur coin en coupant le ring en deux. Et après ça, Roberts revient à la charge contre Davis, éliminant avec sa courte corde à linge et le DDT pour le 3. Et dès que Davis est sorti, Hercules ramasse Roberts avec une line. Et Honky entre en scène pour s'en prendre aussi à Jake. Et Roberts donne un coup de genou à Honky, mais Hercules reprend le dessus et immobilise Roberts avec une prise de tête. Un brise-mâchoire de Snake Roberts le libère et Steamboat entre dans le ring contre Hercules. Et Steamboat est déchaîné, enchaînant les chops et sur Hercules suivi d'une chop du haut de la troisième corde. Slam de Steamboat, relais à Savage qui fait son elbow drop, elbow de la 3 pour éliminer Hercules par pin. Et après ça, Honky dans le trou se retrouve face à face contre Savage, Steamboat et Roberts, 3 contre 1. Et après ça, Macho Man enchaîne avec un coup de coude en sautant. Et le dragon se avec un coup de manche double H. Et Roberts maintenant donne un coup violent, un violent coup de poing à Honky Tonk. Et Ventura se plaignait que les lutteurs de l'équipe de Macho Man, au lieu de vouloir gagner le match, voulaient faire mal à Honky Tonk Man pour le blesser. Et après ça, une goutte atomique de Savage envoie Honky Tonk Man par le troisième corde et au sol. Et là, Honky Tonk Man voit que ça ne vaut pas la peine d'être 1 contre 3. Et il se sauve. Et le résultat est qu'il perd par contre à l'extérieur. Donc, il est éliminé. Et le gagnant du match, les survivants, Macho Man Randy Savage, Ricky the Dragon Steamboat et Jake the Snake Roberts. Je suis content que tu mentionnes Jake the Snake. Je vais faire 2 plugs en même temps. Mais Jake the Snake qui va être dans le Firehouse au mois de mars du côté de Montréal, donc avec la LWA, et à Légende Mania au mois de mai avec la GPW. Fait que ça, c'est très cool. T'avais-tu quelque chose à ajouter avant que j'y aille avec mes points? Ben, les 3 célèbrent leur victoire sur les acclamations du public. Puis Ventura félicite Honky d'avoir choisi la solution la plus intelligente pendant ce que Monsoon le qualifie de lâche. Fait que voilà, tu peux dire tes affaires. J'ai regardé, j'avais regardé 2-3 reviews de ce show-là aussi, puis
il y en a qui disaient que. Mais premièrement, c'était une nice touch que les adversaires contre l'équipe de Honky Tonk Man, c'est tous les gars qui ont fait chier pendant l'année. Ouais, Là. ouais. Fait que, tu sais, tous les gars qui ont battu ou ben que il s'est pas fait punir pour l'intercontinental parce qu'il était dans son règne, c'est son gros règne Ouais. d'intercontinental. Fait que c'était ça. Puis moi, je trouve ça quand même nice que. Tu sais, c'est rare que j'aime un finish avec un DQ, mais je trouve que ça fait du sens Ben parce oui. que, tu sais, en même temps, tu protèges Honky Tonk Man qui ne se fait pas piner, tu continues un peu sa gimmick de ce qu'il faisait pour son titre intercontinental. Puis, tu sais, le gars, il est tout seul contre ces trois géants-là de la lutte. Là, tu sais que tu gagneras pas. Là, ça fait aucun sens que Honky Tonk Man batte ces trois gars-là. Mhm. Sinon, il y a des affaires que j'ai aimé dans le match. L'élimination avec le blank tag là, avec le coup de genou après. Là. Ça, Ouais. j'ai trouvé ça vraiment nice. Honky Tonk Man, comment il sell les coups, il est vraiment hot, là, Il est pour bon, il est vrai. Là. bon. Il est vraiment bon. Dali Davis, il me faisait penser à un mime. Là. Il était déguisé comme un gars de cirque. C'était bizarre. Ouais. Son habit est bizarre. Là. Puis, Chris, le DDT de Jake Roberts là, sur Davis. Là. Ouais. Hey, Putain, man, ça rentrait. Fait que non, j'ai trouvé le storytelling, puis je trouve que ça faisait du sens le match en tant que tel. Quand tu ouais. connais les storylines, évidemment. Ben, Ouais. Bonham Perek a une poule pas mal en feu pour commencer le show. La foule est bonne tout le long du show, pas mal, là, je te Ouais, dirais. Là. ouais, ouais. 95% du temps. Là. Puis Honky quand même garde sa hit, qui est parfait pour son personnage, puis que les faces ont l'air strong parce que le gars il se pousse au lieu de les affronter. Là. Exact. Ouais, fait que très non, de bel job. Fait que dans ce match-là, 3,5. OK, j'ai donné à ce match-là 3 sur 5. Ah, ok. Puis, je peux déjà vendre un peu le Le punch, punch. là, mais pas mal aimé ce show-là Ouais. pour, mettons, je m'attendais à écouter le show pour faire comme, ah, je m'en souviens pas, mais je pense pas que c'est des affaires qui vont m'intéresser. Les Survivor Series match, quand il y en a trop, ça me tombe ses Ouais. nerfs. Quand il y en a pas assez, j'aime pas ça. Mais non, pour vrai, c'était bien. C'était bien. Ouais. J'ai hâte de voir la suite. Ouais. Pour vrai, c'était solide. Et Honky Tonk Man va continuer ses feuds avec Mike Show et Beefcake. Même chose pour Race et Duggan. Hercules va avoir un nouveau venu dans les pattes. Ultimate Warrior comme rivalité. Steamboat avec Rick Rude. Davis va partir en feud avec Sam Houston. Et Ron Bass avec le Junkyard Dog. Donc voilà les storylines pour les prochains mois pour ce lutteur-là. Houston, on a un problème. Oui. Interview time avec Greg DeGeorge, Bobby the Brain Heenan, Slick, Butch Reed, One Man Gang, Rushing Rick Rude, King Kong Bundy et André le Géant. Et Heenan dit qu'André a déjà goûté à la victoire à WrestleMania 3 quand il a rivé les épaules de Hulk Hogan au tapis pour le compte de 3. Ça va arriver encore ce soir. Et André qui dit qu'il l'a déjà fait une fois, il va le refaire encore. Et après ça, Slick explique à Mooney que ce soir, ces gentlemen vont tout être le contraire de ça. En fait, ils vont être de vrais savages sadiques. Et Ah, Bobby, excuse. Peux-tu recommencer? tu dis, comme je dis d'habitude. Hey, fais comme tu fais d'habitude. Ben, j'ai dit slick, là, mais je voulais dire Slickster Brother Puis ils vont être de vrai. Savage. Savage. Merci. Parfait. Ouais. Je continue. Et Bobby dit que quand les partners d'Hogan vont se faire sortir un par un, qu'il n'y aura personne d'autre pour le sauver après. Et André termine en disant à Hogan qu'il s'en vient pour lui voler son âme et qu'il sera le seul survivant. Match numéro 2. Sensational Sherry, les Glamour Girls, Donna Christianello et Don Murray, avec Jimmy Hart, contre la Fabulous Moolah, les Jumping Bomb Angels, Velvet McIntyre et Rockin' Robin. Les arbitres du match. Don Mary, celle qui a sorti avec le père de Tori Wilson? Non, c'est pas la Don Murray, celle-là. Les arbitres du match, Jimmy Corderas et Joey Marella. Hey, hi Jimmy. Hi, Jimmy. Et Corderas à l'intérieur et Marella en bas. Et Sherry a vaincu Moolah pour devenir championne féminine récemment. C'est pourquoi les deux sont les capitaines de leur équipe respective. Et les Glamour Girls sont Judy Martin et Lali Kai, qui sont championnes par féminine par équipe dirigée par Jimmy Hart, la Bouche du Sud. Don Murray n'est pas la Don Murray que vous connaissez. Fait que voilà, dans mon texte, c'était là. Et Johnny Bond Angels sont des lutteurs japonaises, Itsuki Yamazaki et Norio Tateno. Attends, il y en a une que j'ai bien aimée dans le match. Là. Velvet?
Ouais, je pense une des blondes, là. C'est ça qui faisait les Victory Roll, là. Ouais, puis celle qui fait les pauses plastiques, me semble. En tout cas, il y a deux, trois affaires que j'ai aimé là. J'ai fait comme, oh shit, pareil pour le temps, c'est nice, là. Ah ouais, les Bomb Angels, on en parlait dans le match, là, mais sont vraiment, Ouais, vraiment bonnes, là. pour vrai, ouais. Ouais. Et Sherry place une corde à linge dès le début sur Velvet, mais McIntyre enchaîne avec un crossbody. Et Moula prend la relève pour s'occuper un peu de Sherry. Et Moula fait un coup de la fronde à Christianello. Et McIntyre continue avec un coup de coude dans le dos de Christianello sur un show chassé et un body slam, mais le compte s'arrête à 2. McIntyre fait un victory roll pour éliminer Christianello du match. Et McIntyre porte une prise de tête, pardon, et un dropkick à Leilani Kai. Aucune parenthèse avec Dakota. Et pas longtemps après ça, Julie Martin s'occupe un peu de Rockin' Robin. Et Sherry prend le relais et fait un dropkick à Robin. Et Don Murray lui porte une manche double H, mais Rockin' Robin contre-attaque avec une line et une croix de corps en courant pour le compte de 3 pour l'éliminer du match. Yamazaki domine ensuite le match en étant de tomber sur les Glamour Girls, puis 2 coups de genoux en sautant et un crossbody en courant pour un compte de 2 sur Kai. Et Tateno prend la relève avec un bras à la volée depuis la troisième corde, un peu comme les Luchadors font. Et tag à Sherry qui se fait rentrer de force et ensuite reçoit une souplesse avec les 2 bras barrés pour 2. Et le public est derrière les Jeremy Bond Angels qui sont ultra rapides dans le combat. Et Lenny Kai s'en prend ensuite à Robin, mais cette dernière avec un monkey flip et un peu sloppy. Et après ça, Sherry maintenant légal dans le ring. Et après un slam et une petite souplex pour le 1, le 2 et le 3. Yamazaki ramasse la sensationnelle avec 2 dropkicks à Sherry, qui a passé le relais à Judy Martin, qui a projeté Itsuki en attirant par les cheveux. Velo McIntyre dans l'arène, il fait un spinning crossbody pour 2. Il fait entrer de la Nikai en projetant à travers le ring en slingshot. Et après ça, Moula est revenu dans le ring avec un dropkick et un uppercut. Et quand il donne un coup d'avant-bras à pleine course à Tateno des Bomb Angels. Et après ça, Moula est revenu dans le ring avec une corde à linge et un slam sur Martin, mais une double line des Glamour Girls sur Moula plus tard. Et c'est le compte de 3 qui se fait ensuite. Et maintenant, c'est rendu 3 contre 3 dans le combat. Hey, Moula, là, Ouais. Fabrice Moula avait quel âge à ce moment-là? Ouais, elle devait avoir au moins 60 kicks. J'allais dire no disrespect, on dirait une personne du troisième âge qui essaie de faire de la lutte, mais tu sais, c'est un peu ça, là. Plus que ça, même, je pense. Elle avait quoi, 80... Ouais? Elle avait 80 cucs quand elle est arrivée en 99, genre, quand elle était à la télévision full-time, là? Mais non, mais non. Elle est morte dans les 80 ans, non? Je sais pas. En tout cas, elle doit avoir au moins la soixantaine minimum là-dessus. Allez voir, je vais m'informer là-dessus. Parfait. McIntyre applique une prise de soumission, le crabe de Boston à Martin, mais celle-ci parvient à atteindre les cordes. Et Sherry est revenu dans le ring et envoie McIntyre la tête première sur le tapis. Leg drop de Sherry et autour de Kai qui porte une suplex papillon sur Yamazaki. Et le chronométreur, c'est la cloche, même si le compte de 3 était juste un compte de 2. Et Velvet a exécuté une big swing, coup du balancier géant sur Sherry à la Claudio, au grand plaisir de la foule. Et Velvet, perçu sur les épaules de Sherry, fait un roll-up de victoire pour le 3. Donc, elle élimine la championne féminine actuelle du match. Ouais, c'est vrai. Sunset flip de la 2 de Yamazaki sur Martin, mais le compte est arrêté à 2. Et Tateno exécute une suplex en barrant les bras de Martin pour un autre 2. Et pour ça, Kai se déprend d'une prise de Norio avec un slingshot. Et McIntyre revient donc dans le match. Elle monte sur les épaules de Kai pour un autre victory roll, mais l'année renverse. Elle a fait tomber sur la 3 en stun gun pour la faire tomber de dos en chaise électrique pour battre Velvet par le compte de 3. Très belle contre-attaque parce qu'elle a fait une couple de fois dans le match. Fait que l'autre, elle a vu. Ah ouais, j'ai trouvé un counter pour te battre. Fait que, très Complément d'information, dans ce combat-là, elle avait 64 ans, Moula. Ah, 60 ans, ça j'avais dit. Puis elle est décédée à 87 ans, en 2007. Ça faisait qu'elle avait 80, hein, 99, 99-2000, comme j'avais dit. Si, bah, c'est malade, là, pareil. Là. Ouais. Wow. Puis elle était plus jeune que Mae Young en plus, fait qu'imagine. Aucun sens. Ouais, vraiment. Les Japonaises prennent les devants sur les championnes après. Tateno a reçu un coup de genou dans le dos de Martin, qui était sur le tablier. Et Kai enchaîne ensuite avec un slam, puis il a monté sa troisième corde, mais il a raté son splash. Yamazaki a pris le relais et a porté une croix de corps de 3 à Kai pour la victoire, pour l'élimination. Et Martin se retrouve face au Bomb Angels seul. Et Yamazaki projette Martin au sol avec un slam. Et Tateno, maintenant dans le combat, prend le relais. Il a donné un coup de genou depuis la troisième corde. Et un backdrop en double des anges sautantes. Et Jimmy Hart vient sur le tablier du ring, mais il a reçu un coupé Yamazaki pour un gros pop de la foule.
Et peut-être cet album de Jimmy Hart aussi, là. Tombé sur Steven la tête Maison. pratiquement, là. Maison. Et après ça, Tateno saute de la troisième corde avec une corde à linge sur Martin pour le 1, le 2 et le 3 pour remporter le match. Et la foule explose. Donc, les gagnants du match, les survivantes, les Jumping Bomb Angels. Tu sais, ce qui est le fun de ça, c'est quand tu as écouté le show la veille, que tout est frais dans ta mémoire. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment nice. Puis, tu sais, c'est sûr que quand on fait un rétro review comme ça, faut y aller aussi avec le temps, là. Tu sais, je veux Ouais, oui, dire, absolument. Oui. si tu regardes la lutte féminine, surtout aujourd'hui, qui est en pleine expansion, puis que c'est probablement l'affaire la plus haute, même avant les hommes, pour être, si on veut être bien transparent puis bien honnête. C'était moins tight, mais tu vois que c'était des filles exceptionnelles puis talentueuses parce qu'il y avait déjà quelque chose de plus que, tu sais, tu voyais qu'il y avait un certain talent, là, brut, là. Ça se Ouais. voyait. Fait que c'est sûr que c'était moins tight. Fait que pour ça, tu sais, c'est comprenable. Mais c'était super intéressant comme match. Il y avait des, tu sais, moi, c'est pas des femmes que j'ai vues lutter très, très souvent. Évidemment, on avait parlé dans la biographie de Sherry Martel quand on l'avait fait, il y a quoi, 2 ans à peu près, Ouais. qu'elle était championne à ce moment-là, puis que Sherry Martel, elle voulait continuer d'évoluer puis de lutter, mais qu'ils l'ont empêché. Fait que dommage parce elle avait déjà tout le charisme, fait que lutter serait encore très, très bien. Ça m'a étonné que Fabulous Moolah se fasse éliminer quand même tôt dans le match. Ouais, ben, c'est À correct, là. 64, peut-être qu'à un moment donné, Ouais, peut-être elle avait de quoi plus tard à une game de bridge quelque part qu'elle peut pas manquer ou quelque chose du genre, là. Puis il y a 2 moves que j'ai bien aimés dans le match, c'est le brise-rein tour du monde en crossbody. Tu sais, Ouais. genre que tomber comme ça. Puis le body scissors là avec les tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? C'était fucké ça. Ah, avec la foule qui pop parce qu'ils ont l'air de faire Ouais, quelque chose d'autre, là. c'était quasiment le move de backer aujourd'hui, c'est quoi le kiss? Le Devil's Kiss, ça, c'est ça? Devil's Kiss, ouais, ouais. Genre une version 1980 du Devil's Kiss un peu, on dirait, là. Oh, ouais. Mhm. Il manquait juste faudrait le rajouter avec le «Ah! Ah! Ah!» de C'est pas, Booker T, ce c'est serait pas malade. nécessaire. Ben, pour vrai, les Bomb Angels sont incroyables, là. Pour vrai, le Ouais. match était vraiment, vraiment bon. Puis ils ont rendu ce match-là de basic à très solide, là. Ben, pour Mmh. vrai, ils ont leur mot à dire là-dessus. Puis les Calmurgers aussi méritent leur fleur parce qu'ils ont du crédit, parce qu'ils ont tenu leur bout en crise aussi, là. Ils ont été capables Ouais. de toffer contre d'autres. C'est pas tout le monde qui aurait été capable de faire ça, là. Non. Exactement. Tu as donné Donné, combien à ce match-là, toi? donné 3 écarts. Oh! Quand même! Ouais. Tu as donné plus que le premier match? Non, j'ai donné 0,5 Ah de non, tu moins. avais donné 3,5. OK, tu avais Ouais. donné 3,5. Mhm. OK, ben moi, j'ai donné 2 et 3/4 à ce match-là. Puis c'est un 2 et 3/4 solide, là, tu sais, c'est juste Ben, que sans les Bomb Angels, ça aurait été 2,5, là. ouais, c'est ça. Fait que, j'ai donné 2 et 3/4 puis, tu sais, pour vrai, ça paraît pas comme une grosse note, mais moi, je trouve que c'est quand même une très grosse note pour le temps puis, Ah oui, pour le match, là, c'était solide. vraiment. Puis les deux teams vont rivaliser pour les titres par équipe dans les prochains mois en changeant la ceinture à plusieurs reprises. Suite au Mmh. fait qu'elle a éliminé la championne actuelle du match, Sherry, mais McIntyre va devenir l'aspirante numéro 1 au titre féminin de la WF détenue par Sherry. Puis malheureusement pour elle, elle n'a pas gagné par exemple. Non. Interview time avec Greg the George, Bobby the Brain Heenan, les Islanders, la New Dream Team, Demolition et la Hart Foundation. Et Bobby dit que ça va être un morceau de gâteau. Il n'y a personne qui va être aussi près dans ce match-là que ces gars-là qui est devant lui ou derrière lui. Et il espère que l'autre équipe est prête parce que ça va être un massacre sinon. Et Nanner dit qu'ils n'auront pas besoin de chance du tout ce soir. Puis là, Jimmy Hart arrive dans le portrait avec des Glamour Girls, tout fâché. Il arrive son coach. Ils ne me feront pas ça 2 fois, eux autres. C'est malade. Ah, Jimmy. Ouais. Puis après ça, Greg demande où Slick et les bolcheviks. Puis Heenan dit qu'ils sont au ring pour chanter l'hymne national russe et qu'ils sont tous prêts à survivre. Puis rendu dans le ring, mais évidemment, Nikolai Volkov chante à tue-tête et Jesse Ventura se lève debout pour porter ses respects. Et Gorilla, lui, ne le fait pas, évidemment. Et ensuite, le reste de leur équipe arrive vers le ring sous le thème musical de Demolition. Et après ça, on a un interview time avec Mijino Cullen, les fabuleux frères Rougeau, les Young Stallions, les Killer Bees, les Rich Bulldogs, les champions de la WF, Strike Force. Puis quand je check ça, c'est Rougeau, Stallions, Killer Bees. C'est tout du monde qu'on a vu, ça. C'est fou. Ils étaient tous là au dernière convention au Slush Puppy.
Et Tito, de l'autre côté, dit que c'est des individus, tandis que eux, c'est une équipe, un tout. Et Kizafoot, qui est là en dernier, autant qu'il gagne le match. Et Martel dit qu'ils sont gonflés à bloc et que leur devise est Unity for Victory. Unis pour la victoire. Merci de la traduction. Oui. Match numéro 3. Art Foundation, Demolition, New Dream Team, les Islanders et les Bolsheviks avec Bobby Heenan, Jimmy Hart, Slick, Mr. Fuji et Johnny V dans leur coin. Quand même pas pire. Contre Strike Force, les Rich Bulldogs, les Killer Bees, les Fabuleux Frères Rougeau et les Young Stallions. Les arbitres du match, Dave Emner et Jack Kruger. Et Emner commence dans le ring et Kruger en bas. Puis comme je disais tantôt, j'ai dit dans le premier match, là, c'est une caractéristique spéciale dans ce match-là, c'est qu'ils vont faire un switch en milieu du match pour changer l'arbitre dans le ring puis à l'extérieur du ring. Vu que c'est quand même un match avec beaucoup plus de personnes, avec soit 10 contre 10 ou un match à 20 lutteurs, un des deux. Ouais. Les deux, ça se complète, oui, exact. Comprends, oui. Et la règle est la suivante. Si un membre est éliminé, son partenaire l'est également. Fait qu'il n'y a pas de. Il y aura pas. Ben, mettons, il y a 18 éliminations potentielles. Là. Ah oui? 19 même. Faut les arranger. Hein, ouais. Ouais, celle-là, oui, parce que l'autre. Enfin, on va juste garder celle-là, je pense. Ouais. C'est pareil qu'on a vu la semaine passée en 92, là, quand c'est les Beverlys puis Money Inc. contre les Disasters Nasty Boys. Là. Sauf qu'il y avait un gars d'éliminé, ben, l'équipe partait au complet. Ouais, mais surtout 10, ça, c'est long. Ouais. Ça aurait été long. Quoique, on dit ça, mais si c'est bien arrangé, mais pour le temps, c'est parfait qu'ils fassent ça. C'est bien arrangé. Ça a duré une demi-heure, puis il y avait même pas. Il y avait la moitié d'élimination. Ouais, mais ça, le match, tu sais, je veux dire, tu peux le têter. Oui, mais c'est parce que l'affaire Mais qui en arrive, même temps, si tu le têtes, t'as des éliminations poche tout le temps, les roll-up, ah tu ouais, gagnes jamais rien. Puis, mais pour ça, c'est correct parce qu'il y a juste 4 matchs dans le show. Fait que... ouais, c'est correct. Mhm. Et la Earth Foundation et Strike Force sont les capitaines. Justement, Santana et Martel qui ont vaincu la Earth Foundation, le Hitman et la Anvil pour devenir champion par équipe de WWF quelques semaines plus tard à l'épisode de Superstars of Wrestling. Et le match a commencé avec Volkov et Martel, tandis que les 10 autres lutteurs sur le tablier du ring. Un très beau visuel, mais pas évidemment pour évident pour le caméraman, j'imagine. Non. Et Volkov a porté un body slam à Martel. Zukov a pris le relais et a été accueilli par un crossbody de Ricky Martel. Et Santana a rebondi sur les cordes et a porté son flying forearm pour faire tomber Boris sur le tapis pour le compter pour le compte de 3. Élimination. Et évidemment, avec beaucoup de tackling dans le match, t'as pas d'excuse pour faire des rest spots et ça fait le même. Là. Fait que les tags sont très rapides des deux côtés. Et c'est ce qui est bien sûr évident avec beaucoup de monde dans le match de même. Festival de chop, le Dynamite Kid et Aku. Et le Killer Bees ont attaqué Aku à 2 contre 1 ensuite. Et Nair porte un slam à Roma, puis Axe et Smash ont chacun réussi un slam aussi. Et Aku fait une corde à linge à Roma. Jacques essaie d'arrêter une croix de corps en courant et Axe le piné pour le compte de 3. Donc, ils ont aimé les frères rouges. Dommage. Ouais, vraiment. Mais en même temps, ça fait du sens avec les équipes qu'il y avait dans le match aussi. Là. On les aime, mais. Il aurait pu switcher avec les Young Stallions quand même. Là. Ouais, c'est vrai. En tout cas. Les Hills s'en sont pris à Powers, mais celui-ci a ensuite fait rentrer son partenaire des jeunes étalons, Paul Roma. Et Axe a tagué Greg Valentine qui enchaîne avec un shoulder breaker puis un suplex pour 2. Et Dino Bravo place ensuite une suplex clé de boyau. Et Smash prend le relais, mais il rate une charge dans le coin. Et l'enfant Dynamite porte une corde à linge à Smash. Mais ce dernier lui donne le contre avec un coup de pied ensuite quand il essaie un autre. Smash s'acharne sur Dynamite contre les cordes en l'étranglant. Et l'arbitre le donne de reculer, mais Smash le bouscule et est disqualifié. Et après ça, la compagnie avait des gros plans pour Demolition. Fait que c'est pas un peu pour ça qu'ils ont protégé de même dans le match pour pas qu'ils se fassent spinner. Puis j'en parlais plus tard pourquoi. Là. En tout cas. Ouais, il a juste trouvé. Les Hart, Bret Hart affronte Dynamite Kid, il fait un solide marteau pilon, mais le compte s'arrête à 2. Et Hart rate une charge dans le coin, permettant à Kid de s'échapper. Et Tama s'attaque à Powers, mais rate un splash du milieu des cordes. Martel domine Tama sur les acclamations du public. Martel applique son crabe de Boston sur Tama, mais Neidhart intervient avec une corde à linge dans le dos. Et après ça, Martel enchaîne avec des sauts chassés. Et Santana prend le relais et fait son flying forearm à Neidhart. 1, 2, et non, dégagement de Anvil. Et Hart intervient à son tour avec un coup d'avant-bras dans le dos. Et Neidhart fait le tomber sur Santana et l'élimine du match. Et la force de frappe est éliminée. Dommage. Valentine s'en prend à Powers. Et Anvil lance Powers gauche première sur la 3e corde. Et Aku enchaîne avec un backbreaker. Et Powers fait une suplex à Valentine, mais ce dernier le garde dans le coin des heels en tenant sa jambe. Et Powers finit par taguer son partenaire Roma.
Dynamite est de nouveau avec Hart et Kid lui place une souplesse arrière. Et Blair enchaîne avec un back body drop sur Aku. Gros pop quand Davey Boy fait son press slam sur Brett. Et après ça, Smith fait son power slam en courant sur Aku. Smith, après ça, place une suplex et Kid fait un coup de boule, la deuxième corde. Aku revient avec un super kick sur Dynamite. Kid pour le 1, le 2 et le 3. Tabarnak, le super kick, hein? Ah ouais, il a pogné d'aplomb. Ouf! Puis il n'y avait pas de tapage de cuisse dans ce temps-là, ben. Là. Non, c'était son chin qui a tapé sur son Ouais, pied. il a pogné. Puis je suis sûr qu'après le match, il n'a pas été voir Aku pour s'estiner parce que c'est ça. Non, il a pas fait comme qu'il a fait avec les Rougeaux, mettons. Hein. Non, vraiment pas. Bravo Valentine pour ensuite équipe sur Powers. Et Hart projette Powers dans le coin du ring et le suspend en tête en bas dans le 3 of Woe. Et backdrop de Dino sur Powers, suivi d'un stun gun contre les cordes. Et Valentine tente la prise en 4, mais Powers le repousse d'un coup de pied. Et Roman, l'homme légal, est dans le combat et fait un stun flip sur la deuxième corde. Et c'est suffisant pour battre Valentine. Après ça, on a B. Brian Blair avec un petit paquet sur Neidhart pour 2. Et Brunzel enchaîne avec un coup de genou sur Neidhart, pardon. Et Tama enchaîne un double coup de hache à Roma. Et les Hills reprennent le contrôle du match. Et Brunzel porte une descente de la cuisse à Aku et un bras à la volée pour un autre 2. Et après qu'Aku porte un dropkick à Roma, Neidhart, il va d'un solide saut chassé qui a surpris Gorilla Monsoon, qui avait juste dit avant ça qu'il aimerait bien ça voir Neidhart en faire un dropkick. C'est cool. Ben, il était pas, il est pas mauvais, son dropkick en Neidhart. C'est excellent, même. Ouais. Il était agile. Il paraissait Ouais. pas, mais il était très agile, Jim Neidhart. Oui, après ça, elle va en essayer un, puis un running slam plus tard pour un compte de 2 du Bulldog. Des collisions entre Jumping Jim et le Hitman dans le milieu du ring. Et notamment un dropkick à Brunzel, mais alors que Hart le tient dans ses bras. Mais le momentum fait que Brunzel roule sur Brett avec le tombé pour le 1, le 2 et le 3. La Hart Foundation éliminée par les Killer Bees. Et Aku domine avec une prise de nerf sur les épaules de Brunzel. Et Tama prend la relève et fait la même prise. C'est là qu'on voit que ça commence à avoir plus de wrestle parce qu'il y a moins d'équipes dans le match. Puis le match fait quand même une vingtaine de minutes et plus que ça joue. Là. Fait que c'est smart. Et Roma porte un power slam à Aku pour un autre 2 count. Et Blair prend la relève face à Aku. Et Tama donne un coup de coude dans le dos à Blair, mais rate ensuite un coup de coude en sautant. Et après ça, Brunzel continue avec un surpassement, un écrasement et un double coup de tête. Et Tama se retrouve face à Brunzel qui a tenté un coucher de soleil. Et Blair a mis un masque. Il a effectué un stun flip sur la troisième corde pour le 3 sur Tama, même s'il n'était pas le lutteur légal. Et l'arbitre est tiré par les autres. Et les abeilles tueuses ont fait un switch en se cachant la tête. Quelque chose qu'ils faisaient très très souvent dans le temps. Des très bons babyface. Fait que voilà. Les sont éliminés. Donc, les survivants du match, les Killer Bees et les Young Stallions. Et après le match, les deux membres des Bees ont enlevé leur masque pendant que la Ventura traitait l'arbitre d'imbécile, car il n'avait pas remarqué que c'était le lutteur illégal qui avait fait le tomber. Fait que voilà. Ouais, ben, excellent match. Excellent. La façon que le match a été monté, en sachant que tu as juste 4 matchs, je trouvais que c'était parfait. Bon storytelling, vraiment. Là, la façon que tu l'as décrit, après 20 minutes, tu as commencé à plus lutter, puis tu avais un peu de tout dans le match. La chimie entre Dynamite Kid et Bret Hart, un jeune Bret Hart, c'était prometteur déjà en 87. Donc, Bret Hart un petit peu plus joufflu en 87. J'avais fait comme Babyface, c'est drôle. Petit kid. Fait que, non, j'ai bien aimé ça. Ouais, j'ai trouvé vraiment, vraiment le match solide. Tu sais, t'avais tout ce que tu devrais avoir dans un Survivor Series match qui dure une demi-heure avec autant de personnes. Ça aurait pu être la catastrophe, puis ça ne l'a pas été. Très solide. Ouais. Un Christy de bon match, même si c'était un petit peu long là, quand même, j'ai trouvé. Là. Ce qui fait make sense pareil, mais j'ai trouvé ça un peu long. Ben oui. Mais le 3/4 du combat était de façon rapide, fait que c'est parfait. Là, il n'y a pas overstay their welcome, comme ils disent en anglais. Là. Fait que non, Christy de bon match, puis j'ai donné à ce match-là 3 3/4. J'ai donné la même note que toi, mon ami. Ouais, vraiment un excellent match à regarder. Surtout pour le visuel au début du match avec les 10 équipes, c'est fou. Très cool. Très bien fait aussi. Oui. Les Islanders ont fidé contre les British Bulldogs après que Inon et son équipe ont kidnappé Mathilda, le Bulldog des Bulldogs, qui était leur mascotte. Et chacun va continuer leur rivalité avec les Hearts. Et pour ce qui est de Demolition, comme j'ai dit tantôt, la WF a des gros plans pour eux.
Ils vont tranquillement monter les échelons. Et à WrestleMania 4, quelques mois plus tard, ils vont battre Strike Force pour les ceintures par équipe de WBF. Et après ça, je pense une de tes parties préférées du show. Mansour Ventura nous envoie un petit paquet vidéo sur le nouveau venu à la WBF, l'homme de millions de dollars, Ted DiBiase. Et on voyait DiBiase dans une auto en pleine promo se vantant de sa richesse. Des extraits le montraient en arguant les gens avec de l'argent, comme l'instant du ballon de basketball. Puis c'est drôle parce que on a eu Ted DiBiase en entrevue, ça fait quasiment 1 an et demi, 2 ans? 2 ans? Ouais, 2 ans. Fait qu'on l'a eu en entrevue, puis il en a parlé justement de cette affaire-là là, avec le kid qui a du basketball. Puis juste pour vous autres, là, parce que d'habitude, je vous dirais aller voir l'entrevue pour savoir qu'est-ce qu'il a dit, mais en exclusivité, pour vous, on a l'extrait. Fait que Marco, es-tu prête? Je suis prêt, on y va. On va go! The one that I hear about all the time is the little kid in the basketball. You know, and I think we were in Milwaukee, and we said, well, what can we do tonight? And I said, well, what's Milwaukee famous for? And somebody said, beer and basketball. I said, well, we can't do anything with beer. Let's do something with basketball. So they came up with that idea that I would handpick somebody out of the crowd. And I really did. Of course, we picked somebody that could at least do what he said he was going to do anyway. So this is a little 5-year-old boy, Sean, and his mother's there with him. And so, Sean, let me see if you can dribble a basketball. He does it 10 times. If you can do that again 15 times and not miss, I'm going to give you $500. And I said, and I can tell that your family could use it. What a jerk, right? Yeah. And so he gets to 14, and I just stick my foot out enough to make the ball bounce off my foot. Tough, John. You're going to have to learn a hard lesson at a very young age. When you don't get the job done, you don't get paid. And, of course, we rehearsed it, but when I did it live, I had to be hardcore. I mean, crocodile tears. Oh, my gosh. He couldn't have done it any better. And I remember going backstage, and everybody backstage was, yes, like high-fiving. And they said, that was great. And I said, I'm glad you're all happy. Now find an armored vehicle to get me out of the building. So all these people want to kill me. Of all the things I did, that's the one that everybody brings up. But here's the drop the mic. 20 years later, I fly into Omaha, Nebraska, which is where I'm originally from. I rent a car, and this guy taps me on the shoulder, and I turn around, and I'm looking at his chest. And he said, hey, Mr. DiBiase, I'm the manager here. Can I help you find a car? I said, sure, find something that both of us would fit in. He said, I'd be happy to. And then he goes, by the way, he says, do you remember that thing you did with the kid in the basketball? And it was just the expression on his face. And I went, no. And he says, it's nice to see you again. I said, are you kidding me? Wow. And he says, you're really going to love this. He said, I went to college on a basketball scholarship. Oh, my. I mean, wow. you talk about, well, either I inspired him to play basketball or I really know how to pick him. Yeah, definitely. Wow, c'est fou, hein? C'est cool, pareil. C'était cool comme histoire, ça. Puis en plus de le faire en live, c'est encore plus. Vous êtes ça devant nous autres, tu sais. L'histoire est cool si on l'aurait entendu genre dans un autre podcast ou whatever, mais qu'il soit à côté de nous autres pour le dire, c'est fou. Vraiment, vraiment nice, ouais. Et après ça, DiBiase était assis dans son bureau avec son garde du corps vigile à ses côtés. On voyait aussi une femme s'agenouiller et japper comme un chien. Il y a aussi cette fois-là où il avait forcé un ado dans la foule à monter dans la ring et embrasser les pieds. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que c'était Rob Van Dam, un jeune RVD qui était là. Encore un autre. Ouais, c'est fou, hein? Ouais. Après, on voyait aussi DiBiase dîner. Après, un autre extrait le montrait en train de payer un homme pour vider une piscine publique afin d'utiliser lui-même tout seul. Puis après, moi, ça terminait avec une scène où il conduisait les cheveux dans le vent, pardon, déclarant que tout le monde a un prix pour le $1 Million Man. Vraiment, là, classique promo heel de mangeur de marde. Ouais, parfait, ça. C'est une façon de meubler le temps en attendant qu'il arrive, en installant l'image de DiBiase comme un jeune gars arrogant qui a de l'argent et qui peut faire ce qu'il veut. Là.
Puis sa première année dans la compagnie, il va être propulsé à un rôle plus important en 88, après avoir participé au event de WrestleMania 4 contre Matchman Randy Savage. Mais ça, on va en parler une autre fois. Mm. Montoon Ventura parle du vidéo qu'on vient de voir, de ce qui s'est passé depuis le début. Il dit aussi qu'André n'a pas été depuis WrestleMania 3. Et ensuite de ça, interview avec Greg DeGeorge, Jimmy Hart et le Honky Tonk Man sur le podium. Et Honky s'autoproclame le plus grand champion intercontinental de tous les temps. Quelque chose qu'il va dire pendant encore 40 ans. Il dit aussi que personne ne l'a éliminé du match, du combat. Personne ne l'a fait le piner, personne ne l'a fait abandonner. Puis après ça, Honky part ensuite Hulk Hogan et le défi dans un match pour le titre. Puis se tourne vers Savage en lui disant qu'il annonce qu'il a passé à autre chose parce qu'il l'a déjà battu. Fait que c'est un classique heel délusionnel. Ce qui est le fun comme un gars comme moi qui a moins de mémoire que toi dans l'histoire, c'est que avec tous les shows qu'on a fait dans le podcast, des fois, je fais comme ah oui, c'est vrai, on a Connecte fait les liens. ça. Les liens sont là, fait que c'est vraiment nice ça. Ouais. So, interview time avec Major Cullen, Oliver Humperdinck, Batman Bigelow, Ken Patera, The Rock, Don Morocco, Mr. Wonderful, Paul Orndorff. Et ça va le WBF Hulk Hogan. Et le Hulkster dit de regarder comment ils ont faim. Il n'y a pas de règle quand tu as affaire avec Mère Nature. Aucune police d'assurance. Tu vis, tu meurs, tu survis. J'ai tout fait pour couvrir mes arrières. La chaîne alimentaire naturelle n'importe peu. Quand ils ont faim comme ça, que ce soit André le Géant ou non, Ken Patera et Paul Orndorff peuvent le manger tout cru. J'ai le comté sombre de Don Morocco prêt à tout faire pour passer à travers. Le plus fort en Patera. J'ai même le feu sacré de Bam Bam pour brûler la jungle. Et j'ai le plus imprévisible de tout, Monsieur Wonderful. Et Orndorff dit qu'il est affamé et est prêt à survivre. Et Patera dit que le plus fort va rester en vie. Morocco dit que le temps de l'entraînement est fini et qu'ils sont là pour passer du bon temps. Et Humperdinck dit qu'ils sont tannés de parler. Ils sont prêts à passer à l'action. Et pour finir, Bigelow dit que c'est le temps de brûler la place à terre. Puis pour vrai, le Colin qui en font plus des promos de même. Non. Ben, les plus proches, là, c'est pas scripté, là. Ouais. Les plus proches, là, puis c'est parce que c'est plus une parodie que d'autres choses, c'est les Outrunners, là. Mais les autres, parce que c'est comme j'ai dit, une parodie, là. Ouais. Les promos qui crient de même, là. Ouais. Il n'y en a plus. Non, ils en font plus de même. Match numéro 4. André le Géant, King Kong Bundy, Russian Recruit, One Man Gang, le Natural Butchery avec Bobby Heenan dans leur coin, et Slickster Brothers aussi. Pardon. Hulk Hogan, Don The Rock Morocco, Mr. Wonderful Paul Orndorff, Ken Patera, Bam Bam Bigelow avec Oliver Humperdinck dans leur coin. Les arbitres du match, Joey Marella et Jimmy Corderas. Et bien sûr, André et Hogan sont les capitaines de leur équipe respective. À WrestleMania 3, le Hulkster a battu André, mais ça n'a pas été sans controverse. Au début du match, le géant avait piné les épaules d'Hogan pour le compte de 3, mais même si les épaules d'Hogan étaient debout à 2, c'était un vrai botch qui ont transformé ça en donner un out à André pour continuer la storyline. C'est pour ça que les deux sont les capitaines de ça. Et aussi, je vais le montrer ici sur YouTube. Là. Au départ, Superstar Billy Graham devait être dans le team d'Hulk Hogan, mais dans les semaines avant, il a été attaqué par Butch Reed et le One Man Gang pour le sortir du match et le mettre en retraite. Et Don Morocco a fait un face turn et est venu à sa rescousse. Il a pris la place dans l'équipe après. Fait qu'on voit aussi les photos promotionnelles. Là. Puis tu le vois là, que Morocco est Photoshop quand tu vois l'autre affaire après. Là. Tu vois-tu comment ça paraît vraiment qu'il n'est pas là? Oups. Là. Exact. Là. Alors, voilà. Ça, ouais, 100%. Aucune la face genre qui veut rien dire. Là. Honnêtement, j'aime mieux Don Morocco dans le match. Là. Ben oui, absolument. Ben oui. Pas Billy Graham en 87. Là. En 77 peut-être. Fait que c'est ça. Et Bigelow One Man Gang sont respectivement avec Humperdinck et Slick comme gérants. Et ils sont rivalité à cause que Bam Bam avait choisi Humperdinck à la place de Slick. Et après ça, Orndorff était un membre de la famille Heenan. Quand Rick Rude est arrivé dans le groupe, Wonderful n'était pas content que Bobby Heenan dise que Rude avait le meilleur physique de la famille Heenan. Puis Orndorff a renvoyé Bobby pour la deuxième fois. Et de sa carrière, il a pris Humperdinck comme manager. Et pour finir, Patera est en feud avec le groupe Heenan depuis le mois d'avril où Patera est revenu. Puis ça, c'est une vraie histoire. Là. Patera a 18 mois en prison pour vrai quand Patera et son collègue de lutteur Masa Saito se sont fait refuser l'accès à un McDonald's qui était fermé. Et après ce refus,
il y a quelqu'un qui a lancé une grosse roche à la vitrine du restaurant, puis Patera a toujours nié que c'était lui qui avait fait ça, mais l'accusation avait soutenu le contraire. Et quand elle veut se présenter à l'hôtel pour questionner M. Patera, la situation a dégénéré. Patera et Saito se sont battus avec les policiers, laissant plusieurs d'entre eux. Bref, en kayfabe, quand il est revenu à la lutte, à la WWF, ils ont fait des vignettes avec Patera qui sortait de prison, qui disait que sans fond, c'était Heenan qui était son gérant dans ce temps-là, puis c'est lui qui l'avait comment je pourrais dire, l'avait influencé, puis c'est à cause de lui qu'il il avait vendu Soul Down the River, il l'avait mis dans la merde, puis tout, à cause de Heenan. Ouais, mais TJ, tu peux-tu vraiment vouloir un gars dans. Tu peux-tu vraiment en vouloir un gars qui voulait manger ses croquettes? Tu peux pas empêcher un homme de manger ses croquettes. Ben, c'est pas tant l'affaire qu'il y a les croquettes, qu'il y avait des policiers, là. C'est plus ça le problème, là, qu'il l'a mis Ah en ouais, prison, mais là. si les policiers l'auraient laissé manger ses croquettes, il aurait été correct. Ouais, mais si le magasin est fermé, il n'y a personne pour les faire, croquettes. Quand t'as faim, t'as faim. Moi, je sais c'est quoi. Ouais, ah, voilà. Bref, fait qu'il est là pour se venger de Bobby Heenan, puis mettre sa famille dans la rue. Orndorff était en feu contre Rude plus tôt dans le match. Hogan a pris le relais. Il a porté une corde à linge à Rude et suivi de quelques descentes du coude. Et Bigelow a enchaîné avec un press slam sur Rick. Patera s'est attaqué à Reed en faisant une line et un body slam. Muraco place un saut chassé sur le naturel après. Et Muraco, Orndorff et Hogan font des relais rapides et le Hulkster sort Reed du match avec sa leg drop of doom. Et après ça, il y a Hogan qui a changé un regard intense avec André sur le ring. Et la foule était en délire. Mais Hogan a accidentellement tagué Patera pendant qu'il célébrait l'élimination de Reed avec lui en faisant un high five. Fait que là, Bundy a pris le relais contre Patera après. Éventuellement, Orndorff et Rude devront être un contre l'autre dans le ring, et pas obtenant un contre de deux après un coup de coude. Et la gang d'un seul homme dans le ring avec l'ancien Olympien Patera. Et quand Ken lui porte un crossbody, mais sans succès, les Heels en prennent à Patera dans le coin ensuite. Et Patera a projeté Gang dans le coin. Ils sont rentrés en collision, chacun avec une corde à linge, mais c'est Gang qui atterrit sur Kenny pour le 1, le 2 et le 3. Hey, désolé, là, mais One Man Gang est poche en esti. Ben non, il est bon, le Gang. C'était pas dans ce match-là, mais il est bon. Moi, ça a été une souffrance dans ce match-là. Ah, j'aurais compris que t'aurais dit Patera, là, mais. Oh, c'est vraiment un affaire quand t'as mal à la gorge, hein, ça? Non. Hogan rentre sur la gang avec des cordes à linge, puis Bigelow lui a donné un double coup de pied au visage. Et Gang et Bigelow se font ensuite une double charge d'épaule. Et Rude affronte ensuite Orndorff ensuite. Et M. Wonderful a porté au ravissant Richard Rude une suplex. Et après ça, Bundy a frappé Orkoff. Voyons, Sean Orkoff est rendu lutteur à cette heure. Orndorff dans le dos par surprise. Rude en a profité et a exécuté un roll-up de la mort en tirant le maillot d'Orndorff pour le compte de 3. Pour l'éliminer du match, M. Wonderful. Bigelow dans le combat rentre et fait une suplex verticale à Rude, puis fait le relais au champion de la WBF. Hogan enchaîné avec un coup de genou en sautant, et après ça, la roche de Muraco est rentrée dans la mêlée. Il a porté un power slam à Rude pour le 3, pour l'élimination. Et après ça, Muraco s'attaque à la jambe de Bundy. Ce qui reste de l'équipe du géant après du géant ferré ensuite prennent brièvement l'avantage. J'essaie de demander quand on verrait un affrontement entre Hogan et André dans le ring ce soir. Et Gang manque d'éliminer Muraco après que ce dernier a raté une tentative de projection. Et André donne un coup de poing à Muraco suivi d'un splash de Gang, ce qui sort Donnie P du combat. Et après ça, la bête de l'Est effectue un sunset flip sur One Man Gang, ce qui est spectaculaire pour un gars de son poids. Mais Bigelow, malheureusement pour lui, Gang s'est assis sur lui. Et après ça, le Kokobé, quelqu'un de Bundy, donne un coup de genou dans le ventre de Bigelow. 1, 2, mais Hogan brise la tombée. Et Team André continue après ça de s'asseoir sur Bigelow pendant quelques temps. Et le géant a pris le relais. Il a donné un coup de poing, mais Bigelow l'a évité. Il a flippé dans son coin pour Hogan, pour la tag, sur un gros pop de la foule. Et Hogan s'est déchaîné sur André avec des coups de poing et des chops. Et le public était debout pour cet affrontement-là. Et Hogan a sorti Gang et Bundy. Il a donné 2 coups de coude à la tête d'André. Mais avant qu'il puisse continuer avec d'autres choses, Bundy a traîné Hogan hors du ring. Puisque le Hawkers s'est pas lancé à sa poursuite. Il a slamé One Man Gang au sol. Et Bundy a empêché Hogan de rentrer dans le ring. Il a reçu le même sort que le One Man Gang. Et le Hulkster a projeté Bundy au sol avec un slam encore. Mais malheureusement pour Hogan, il est occupé à se défendre contre les deux autres. Et il n'est pas capable de rentrer dans le ring à temps. Et Hogan a été éclairé hors du ring pour le compte de 10. Donc il était éliminé du match. Et tu avais de quoi à dire là-dessus, tu m'as dit tantôt?
Non, mais je vais le dire plus à la fin du match parce que c'est plus avec qu'est-ce qui va arriver après le match que OK. je vais parler. Mais non, c'est cool qu'Hogan ne soit pas là à la fin, mais ça fait du sens avec la storyline en même temps, là. Ouais. Et des rues ont rendu dans la foule quand l'annonce a été faite de l'élimination d'Hulk Hogan. Puis le Mhm. Hulkster a protesté, il a réussi de quitter les rings, mais il a finalement dû partir. Et Bigelow se retrouve seul face aux trois autres. Et Bigelow enchaîne avec un coup de tête, un dropkick et un coup de genou à Bundy. Et King Kong rentre sa charge dans le coin. Et Bigelow fait son splash du tablier du ring jusqu'en dedans du ring. Il s'est souvent privé les épaules de Bundy au tapis pour le compte de 3. Gang attaque ensuite Bigelow à coup de poing. Et le gang envoie la tête de Bigelow frapper la botte d'André. Et One Man Gang monte sur la troisième corde, mais rate commence sa tentative de splash. Ça, c'est dégueulasse. Et il met son bras. Et il se fait, mais Bigelow met son bras sur son adversaire pour le compte de 3. Donc, c'est maintenant rendu André contre Bam Bam. C'est dégueulasse, mais j'ai déjà vu des Housseaux faire pareil, puis ils ont Ils n'ont pas 150 livres de moins, là. ouais, puis ils n'ont pas l'excuse de le manquer. Là. Non, c'est ça. Il ne reste plus qu'André et Bigelow, comme j'ai dit. Et André attaque Bigelow avec des coups de poing et avec un coup de tête. Mais Bigelow utilise sa vitesse pour esquiver quelques attaques en roulant. Et enfin, il a pesé sur elle à No Mercy. Mais André l'a ensuite frappé de l'épaule dans le dos, dans le coin du ring. Et André a fait une prise de bras suivie d'une suplex pour immobiliser Bigelow pendant le compte de 3. Et le seul survivant du match. Ça ne se termine pas là. La célébration est de courte durée quand Hogan fait un retour dans le ring, ceinture à la main. Et la foule était de nouveau en délire. Hogan a frappé André à la tête avec la ceinture, puis il s'est frappé dans le dos et André a quitté. Ventura a traité Hogan de mauvais perdant, ce qui était vrai. Et tandis que Morrison a affirmé que Hogan était le meilleur athlète au monde. Puis Heenan était quand même souriant malgré tout ça en quittant les lieux avec André. Et après ça, Hogan a posé sur le ring sur l'acclamation de la foule en délire. Quand on a utilisé de l'époque, évidemment, Hogan must pose. Et Ventura l'a traité d'égocentrique qui se pavanait dans le ring malgré sa défaite. Et on va là après ça. Interview temps avec Michel Colonne, Bobby Heenan et André le Géant. Bobby s'est vanté de la capacité d'André de survivre au meilleur et a affirmé qu'Hogan avait tenté un coup bas. Et André a dit qu'il avait prouvé que sa survie grâce à son intelligence. Puis Heenan, quant à lui, a dit que personne ne pouvait mettre KO le géant. Et Bobby finit en disant à Hogan de signer le contrat pour qu'il finisse avec ça. Et l'entrevue finit avec Heenan et André très contents. Et dans le ring, Hogan continue de poser. Évidemment, Gorilla Jesse nous ont dit bonsoir. Les images de l'événement ont été diffusées. Et c'est comme ça que se termine les séries survivantes, édition 1987. C'est ça que je voulais dire, c'est que c'est un peu dommage que ça finisse avec Hogan qui revienne puis qui pose, mais pour l'époque, tu voulais envoyer le monde happy, puis Hogan c'était la plus grosse star, puis Mhm. les gens, tu sais, ils ont eu 4 matchs seulement aussi, puis tu sais, c'est sûr que quand on le regarde aujourd'hui, on fait comme ah, mais pour l'époque, c'était important, puis tu sais, pour les fans, je pense que c'est la bonne chose à faire. Ouais. Tellement content de la prestation de Bigelow qui a pu shiner dans ce combat-là. Tu sais, de voir Bigelow Hogan en équipe aussi, j'ai trouvé ça cool. Ouais. Pas quelque chose qu'on voyait très très souvent. Mais tu sais, pour moi, dans le match, il y a 2 MVP. Un vrai MVP, c'est Bigelow avec sa performance, puis qu'il soit là tout seul à la fin, même s'il n'a pas gagné le match. Puis un petit coup de cœur pour Don Morocco, que c'est pas un gars que je vois ses matchs souvent, mais à chaque fois que je le vois, on dirait que je tombe un petit peu plus en amour avec lui. Don Morocco, Il est je solide. comprends pourquoi c'est un gros deal. Il est très solide, là. J'ai vraiment apprécié ça. Puis le storytelling du match aussi, là, c'est un match bien monté, vraiment, vraiment solide comme match. Malgré que c'est pas les gars les plus athlétiques et tout, mais Non. j'ai adoré ce match-là. Bon, même était correct, mais rien pour virer fou. Là. Ça, ça a fait une coupe d'affaires pour que bien, par exemple, ça a mis André de retour comme aspirant numéro 1 solidement avec en étant le seul survivant puis battant Bam Bam. Là. Puis justement, Hogan a été bien protégé là-dedans avec le fait qu'il n'a pas été piné et qu'il était capable de rester dans le match longtemps quand même. Puis Bam Bam, comme tu as dit, un gros push dans le combat en sortant Gang puis Bundy, puis était vraiment nez à nez avec le géant, puis pas backé down. Là. Fait que pour vrai, chapeau. Vraiment une bonne job de beaucoup de monde là-dedans. Puis la note, j'ai donné 2 et 3 quarts. Oh, ok, j'ai été pas mal plus généreux que toi là-dessus. Ouais, sûrement. J'ai donné 3,5 moi au match. Ouais, généreux. Ouais. Il est généreux puis Ouais, généreux, là, mais c'est correct. ouais, un petit peu plus. C'était mon Ouais. deuxième plus gros match que j'ai aimé de la soirée. OK. Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est bien correct. Ben oui, ça arrive.
Ouais. Maintenant, aspirant numéro 1, André va affronter Hogan en février au main event sur NBC. Mais la twist, c'est que c'est pas Bobby Heenan qui va être avec André, mais bien Ted DiBiase et Virgil. Le $1 million voulait acheter la ceinture d'Hogan, qui lui a refusé, qui a dit non. Puis il s'est retourné du côté de Bobby the Brain Heenan, a fait un deal avec Heenan pour acquérir les services d'entrée. Et comme ça, quand le géant battrait Hogan, le géant donnerait la ceinture à DiBiase dans ses mains. C'est ce qui est arrivé au main event quand André va vaincre le Hulkster, malgré le fait que Hogan avait clairement dégagé à 2, mais que l'arbitre avait continué à faire le compte de 3 pareil. C'est à cause que DiBiase avait payé un homme pour se faire une chirurgie faciale pour ressembler à l'arbitre Dave Ebner, les jumeaux. Et Jack Tunney a ramassé la décision quelques jours plus tard et la ceinture est mise vacante pour un tournoi à WrestleMania 4, un tournoi d'un soir à Atlantic City en mars. Tournoi remporté évidemment par Matchman Randy Savage. Et dans d'autres nouvelles, Bigelow va continuer la rivalité avec le One Man Gang. Bundy va avoir plusieurs combats contre Hogan dans les house shows avant de quitter en février. Muraco va continuer la rivalité avec le naturel Butch Reed. Rude va vaincre Orndorff dans les prochaines semaines dans leur feud. Il va aller contre Ricky the Dragon Steamboat ensuite. Orndorff va quitter quelques semaines après sa défaite contre Rude. Et pour finir, Patera va baisser dans la carte. Il va commencer à être un jobber to the stars jusqu'à qu'il fasse son départ de la compagnie l'année suivante en même date. Tant mieux. Oui. Donc voilà, c'est ce qui conclut le Retro Review. Mais avant ça, il faut dire les matchs of the night, le pire match et la note, bien sûr. Ben, je sais pas. Moi, commence. Match Ouais. of the night, ben, ça va être. Un peu. Juste être sûr de qu'est-ce que j'ai marqué. Mais c'est le combat avec Brett, Strike Force et Art Foundation. Strike Force, toute la gang, le 10 contre 10, dans le fond. Là. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, Puis, j'ai le même vas-y. match que toi, fait que voilà. Puis le worst match, ben, j'ai mis le match de filles, mais c'est pas parce que c'était pas bon, c'est pour que j'en choisisse un. Fait que... Ouais. Puis moi, j'ai mis le match d'André contre Hogan comme pire match, même si, comme tu as dit, avec le match féminin, 2 et 3 quarts pour un pire match, c'est bon. Là. Ah ouais, c'est ça. Exact. Ouais. La note du show, j'ai donné Survivor Series 87 la note de 7 sur 10. J'ai donné la note sur Series 87 de 7.5 sur 10. Fair enough. Ça va avec ça va avec la meilleure note du main event de toi. Ouais, mais c'est pas le genre de show que j'aimerais habituellement, mais j'ai surprenamment beaucoup aimé ça. Ouais, c'était solide comme show, même s'il y a, il y a des bons matchs, là, mais il n'y a pas de 5-star match. Là. Mais non, c'était solide. Puis l'époque est le fun là, avec Gorilla. Puis je sais que tu n'aimes pas les deux tant que ça, mais Gorilla et Jesse Ben, je ensemble sont bons. je m'habitue quand même. Ouais. C'est pas mes préférés, mais je m'habitue. Ouais. C'est du comfort food un peu pour les fans de lutte. Ben oui, mais c'est quand même une musique qui s'écoute tout seul. Là, Ouais. c'est là, puis c'était bien. Là, fait que... Ouais. Puis beaucoup de personnages, puis beaucoup de criage aussi. Eh oui, c'est une belle époque. C'est vraiment une belle époque. Là. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment le fun. Fait que voilà, c'est conclu le rétro review sur 87. Il est rendu où, là? Il est dans le rétroviseur. Et oui! Fait que c'est conclu le mois de. Ben, pas le mois, il reste encore un podcast, mais c'est conclu le coverage Survivor Series de l'année 2025 avec les deux rétro reviews puis les top 10 meilleures équipes Survivor Series aussi. Ouais, puis tu l'as dit, ben, il en reste un au mois de novembre, évidemment. Et c'est la biographie du Rattlesnake, l'impitoyable Stone Cold Steve Austin, qui va finir le mois de novembre en beauté. Et, Puis, évidemment, un petit fun fact avant que tu continues après ça. ben vas-y. Ben, hier, quand je finissais mon review mon review écrit de Survivor Series 87, ben, dans le background, j'écoutais des vieux WF pay-per-view en français avec Jean et Raymond. Ouais. Puis quand ils disaient Steve Austin, je riais tout le temps. L'impitoyable Steve Austin. Steve Austin, c'est malade. Ouais. Ouais. C'était mal. J'ai écouté WrestleMania 12 hier avec Raymond Pugin. J'ai hâte de reparler à Raymond, on dirait. J'ai goût d'y reparler bientôt. Ouais. Ben, Au mois de mai. Au mois de mai. Au minimum. Ah ben. Ben oui, au minimum, c'est ça que je dis. Fait que c'est ça. Fait que la semaine passée, on avait fait ça aussi, Marco. Survivor Series 92, évidemment, avec Monsieur 92, Monsieur Alfredo qui est avec nous autres. Donc, allez voir ça, très divertissant. Évidemment, notre tournoi des thèmes de Raw est terminé. Le grand gagnant est Across the Nation de Union Underground de 2006 à 2009, Non, c'est ça? 2002 à 2006. 2002 à 2006, bon, parfait, merci. C'est la tune quand on a commencé le brand split au début. Ouais, exact. À travers la table, 20h30, live sur Twitch, Facebook et YouTube. Allez voir ça les 2 prochaines semaines. Je vous promets 2 gros shows. Des invités de marque. Vous allez, je pense, capoter votre vie. Ça va être bien le fun. Donc, allez voir ça.
Et d'autres choses? Non. Non, Pas c'est mal tout. ça. Pas Ben, le mal mois ça, de mon ami. décembre qui va être moins chargé en podcast, mais des petits spéciales qui s'en viennent. Puis on va s'en parler. J'ai une autre affaire Ok. que j'ai pensé aussi. Concocté. Exact. Fait que, Fait que c'est ça. Fait que, ben, il reste encore. On va en parler plus la semaine prochaine quand on va faire la biographie de ouais, Stone Cold Steve Austin. exact. On va vous donner le mois de décembre à peu près au complet. Ouais. Ouais, en large, en long et en large. En long et surtout en large. Bref, Après, c'est conclu le podcast. Marco, merci. merci TJ. Ça fait plaisir. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, c'est très important à la maison. Allez, bas!